Les Mémoires d'un âne, chapitre 8, Les voleurs. Tous les enfants se trouvaient réunis dans la cour pour une partie d'ânes dans la forêt. Beaucoup d'ânes avaient été rassemblés de tous les villages voisins. Je reconnus presque tous ceux de la course. Celui de Jeannot me regardait d'un air farouche, tandis que je lui lançais des regards moqueurs. La grand-mère de Jacques avait chez elle presque tous ses petits-enfants. Camille, Madeleine, Elisabeth, Henriette, Jeanne, Pierre, Henri, Louis et Jacques. Les mamans de tous ces enfants devaient venir avec eux à Anne, tandis que les papas suivraient à pied, armés de baguettes pour faire marcher les paresseux. Avant de partir, on se querella un peu, comme il arrive toujours, à qui prendrait le meilleur âne. Tout le monde voulait m'avoir, personne ne voulait me céder, de sorte qu'on résolut de me tirer au sort. Je tombai en partage au petit Louis, cousin de Jacques. C'était un excellent petit garçon, et j'aurais été très content de mon sort si je n'avais vu le pauvre petit Jacques essuyer en cachette ses yeux pleins de larmes. Chaque fois qu'il me regardait, ses larmes débordaient. Il me faisait de la peine, mais je ne pouvais le consoler. Il fallait bien, d'ailleurs, qu'il apprît comme moi la résignation et la patience. Il finit par prendre son parti et monta son âne en disant au cousin Louis : « Je resterai toujours près de toi, Louis. Ne fais pas trop galoper Cadichon pour que je ne reste pas en arrière. » « Et pourquoi resterais-tu en arrière, dit Louis. Pourquoi ne galoperais-tu pas comme moi ? Parce que Cadichon galope plus vite que tous les ânes du pays. » « Comment sais-tu cela ? Demanda Louis. « Je les ai vus courir pour gagner le prix le jour de la fête du village, et Cadichon les a tous dépassés. » Louis promit à son cousin qu'il n'irait pas trop vite. Et tous deux partirent au trot. Mon camarade n'était pas mauvais, de sorte que je n'eus pas à me gêner beaucoup pour ne pas le dépasser. Les autres nous suivaient tant bien que mal. Nous arrivâmes ainsi jusqu'à une forêt où les enfants devaient voir de très belles ruines, d'un vieux couvent et d'une ancienne chapelle. Elles avaient une très mauvaise réputation dans le pays. On n'aimait pas y aller autrement qu'en nombreuse compagnie. La nuit, disait-on, des bruits étranges semblaient sortir de dessous les décombres, des gémissements, des cris, des cliquetis de chaînes. Plusieurs voyageurs, qui s'étaient moqués de ce récit et qui avaient voulu aller visiter seuls ces ruines, n'en étaient pas revenus. On n'en avait jamais entendu parler depuis. Quand tout le monde fut descendu d'âne et qu'on nous eut laissé paître la bride sur le cou, les papas et les mamans prirent leurs enfants par la main, leur défendant de s'écarter et de rester en arrière. Je les regardais avec inquiétude s'éloigner et se perdre dans ces ruines. Je m'éloignai aussi de mes camarades et je me mis à l'abri du soleil sous un arche à moitié ruiné qui se trouvait sur une hauteur adossée au bois et un peu plus loin que le couvent. J'y étais depuis un quart d'heure à peine lorsque j'entendis du bruit près de l'arche. Je me blottis dans une épaisseur du mur ruiné d'où je pouvais voir au loin sans être vu. Le bruit, quoique sourd, augmentait. Il semblait venir de dessous la terre. Je ne tardai pas à voir paraître une tête d'homme qui sortait avec précaution d'entre les broussailles. « Rien, dit-il tout bas après avoir regardé autour de lui. Personne. Vous pouvez venir, camarades. Que chacun prenne un de ses ânes et l'emmène lestement. » Il se rangea pour donner passage à une douzaine d'hommes auxquels il dit encore à mi-voix : « Si les ânes se sauvent, ne vous amusez pas à courir après. Vite et pas de bruit, c'est la consigne. » Les hommes se glissèrent le long du bois, très fourrés dans cette partie de la futaie. Ils marchaient avec précaution. Mais vite, les ânes qui cherchaient l'ombre broutaient de l'herbe près de la lisière du bois. À un signal donné, chacun des voleurs prit un des ânes par la bride et l'attira dans le fourré. Ces ânes, au lieu de résister, de se débattre, de braire pour donner l'éveil, se laissèrent emmener comme des imbéciles. Un mouton n'eût pas été plus bête. 5 minutes après, les voleurs arrivaient au fourré qui se trouvait au pied de l'arche. On fit entrer mes camarades un à un dans les broussailles, où ils disparurent. J'entendis le bruit de leurs pas sous terre, puis tout rentra dans le silence. Voilà l'explication des bruits qui effrayent le pays, pensai-je. Une bande de voleurs est cachée dans les caves du couvent. Il faut les faire prendre. Mais comment ? Voilà la difficulté. Je restais caché sous mes voûtes, d'où je voyais les ruines en entier et le pays tout autour.
et je n'en sortis que lorsque j'entendis les voix des enfants qui cherchaient leurs ânes. J'accourus pour les empêcher d'approcher de cette arche et des broussailles qui cachaient si bien l'entrée des souterrains qu'il était impossible de l'apercevoir. « Voici Cadichon !» s'écria Louis. « Mais où sont les autres ?» dirent tous les enfants à la fois. « Ils doivent être ici, près !» dit le papa de Louis. « Cherchons-les !» « Nous ferons bien de les chercher du côté du ravin, derrière l'arche que je vois là-bas, dit le père de Jacques. L'herbe y est belle, ils auront voulu en goûter. Je tremblais en songeant au danger qu'ils allaient courir, et je me précipitai du côté de l'arche pour les empêcher de passer. Ils voulurent m'écarter, mais je leur résistai avec tant d'insistance, leur barrant le passage de quel côté qu'ils voulaient aller, que le papa de Louis arrêta son beau-frère et lui dit « Écoutez, mon cher, l'insistance de Cadichon a quelque chose d'extraordinaire. Vous savez ce qu'on nous a raconté de l'intelligence de cet animal. Écoutons-le. Croyez-moi et retournons sur nos pas. D'ailleurs, il n'est pas probable que tous les ânes aient été de l'autre côté des ruines. »« Ah, vous avez d'autant plus raison, mon cher, répondit le papa de Jacques, que je le vois l'herbe foulée près de l'arche, comme si elle avait été récemment piétinée. Je croirais assez que nos ânes ont été volés. » Ils retournèrent vers les mamans qui avaient empêché les enfants de s'écarter. Je les suivis, le cœur léger et content de leur avoir peut-être évité une terrible malheur. Ils causèrent bas, et je les vis se mettre en groupe. On m'appela. « Comment allons-nous faire » dit la maman de Louis. « Un seul âne ne peut pas porter tous les enfants. »« Mettons les plus petits sur Cadichon. Les gants suivront avec nous, dit la maman de Jacques. »« Bien, mon Cadichon, voyons combien tu pourras en porter, dit la maman d'Henriette. On commença par mettre Jeanne devant comme la plus petite, puis Henriette, puis Jacques, puis lui. Ils n'étaient ni lourds ni les uns ni les autres. Je fis voir en prenant le trot que je les portais bien tous, les quatre sans fatigue. « Oh là, oh Cadichon !» s'écrièrent les papas, « tout doucement pour que nous ne puissions tenir nos gamins. » Je me mis au pas et je marchais, entouré de près par les enfants plus grands et les mamans. Les papas suivaient pour rallier les traînards. « Maman, pourquoi donc papa n'a-t-il pas cherché nos ânes ?» dit Henri, le plus jeune de la bande et qui trouvait le chemin long. « Parce que ton papa croit qu'ils ont été volés et qu'il était alors inutile de les chercher. »« Volés ? Par qui donc ?» demanda Henri. « Je n'ai vu personne. »« Ni moi non plus, mais il y avait auprès de l'arche des traces de pas. »« Mais alors, maman, dit Pierre, il fallait chercher les voleurs. » C'eût été imprudent. Pour avoir pris 13 ânes, il faut qu'il y ait plusieurs hommes. Ils avaient probablement des armes, et ils auraient pu tuer ou blesser vos papas. « Quelle arme ?» demanda Pierre. « Des bâtons, des couteaux, peut-être des pistolets. »« Oh, mais c'est dangereux, ça, dit Camille. Cela, je crois que papa a bien fait de revenir avec mes oncles. »« Et dépêchons-nous de rentrer à la maison, dit maman. Les oncles et papa doivent aller à la ville en rentrant. »« Pourquoi faire, maman ?» demanda Pierre. « Pour prévenir les gendarmes et tâcher de revoir les ânes. » On se trouvait près de la maison, on ne tarda pas à arriver. Lorsqu'on vit revenir tout le monde à pied, et moi, Cadichon, portant 4 enfants, la surprise fut grande. Mais quand les papas racontèrent la disparition des ânes, mon obstination à ne pas les laisser approcher d'une arche où ils voulaient passer pour aller chercher des bêtes perdues, les gens de la maison secouèrent la tête et firent une foule de suppositions plus singulières les unes que les autres. Les uns disaient que les ânes avaient été engloutis et enlevés par le diable. Les autres prétendaient que les religieux enterrés dans la chapelle s'en étaient emparés pour parcourir la terre. D'autres assuraient que les anges qui gardaient le couvent réduisaient en cendres et en poussière tous les animaux qui approchaient de trop près du cimetière où erraient les âmes des religieuses. Aucun n'eut l'idée des voleurs cachés dans les souterrains. Aussitôt après leur retour, les 3 papas allèrent raconter à la grand-mère le vol probable de leurs ânes. Ils firent mettre ensuite les chevaux à la voiture pour aller leur porter plainte à la gendarmerie de la ville voisine. Il revint 2 heures après avec l'officier de gendarmerie et 6 gendarmes. J'avais une telle réputation d'intelligence qu'ils jugèrent la chose grave dès qu'ils surent la résistance que j'avais opposée au passage vers l'arche. Ils étaient tous armés de pistolets, de carabines, prêts à se mettre en campagne. Pourtant, ils acceptèrent le dîner que leur offrit la grand-mère et ils se mirent à table avec les dames et les messieurs.